Précédemment, nous avons pu aborder les facteurs qui influencent la longévité et la qualité de vie des personnes âgées, en se concentrant plus particulièrement sur les personnes qui sont touchées par la maladie chronique, la perte d'autonomie ou encore la fragilité. Nous avons aussi abordé les moyens de détecter et de combattre la fragilité, d'améliorer l'autonomie dans les actes du quotidien et de réduire le risque de chute grâce notamment à l'activité physique. Nous allons à présent examiner les obstacles au changement de comportement et proposer un certain nombre de stratégies pour les surmonter. Donc on va étudier les différentes étapes du changement ainsi que les facteurs motivationnels et émotionnels et l'importance d'une communication efficace. Le tout en mettant l'accent sur le plaisir comme moteur principal. Ce module devrait pouvoir aider les aidants, tout comme les professionnels de santé, à encourager des comportements plus sains, plus actifs et à soutenir les personnes âgées dans leur parcours vers une meilleure qualité de vie. Les objectifs du module sont de plusieurs ordres. La compréhension du processus de changement, le développement de compétences en communication et la manière dont on peut surmonter les obstacles au changement en encourageant notamment l'adoption de nouvelles habitudes de vie grâce au plaisir comme moteur principal. Revenons à notre couple préféré, Dany et Georges. Ils avaient l'habitude de faire des randonnées ensemble et de s'échapper en montagne. Il dit « Faire de l'exercice me semble inutile parfois, mais Dany insiste pour que je continue. » Dany, de son côté, reste dans l'empathie et la compréhension. Elle voit bien que c'est un défi de le motiver à faire des exercices réguliers. Elle dit « Je vois bien que Georges a des difficultés à accepter les changements. Il a toujours été si actif et je dois trouver des moyens pour qu'il comprenne que l'activité physique est importante pour sa santé et sa sécurité, même si c'est difficile pour lui. » Concernant la fragilité, justement, une étude de Jean-Daniel Muller et ses collaborateurs en 2022 s'est penchée sur la relation étroite qui existe entre la solitude et la fragilité chez les personnes âgées. Deux problèmes très courants et préoccupants dans ce groupe d'âge. Ce qu'a pu révéler cette étude, finalement, c'est que les personnes fragiles courent un risque plus grand d'avoir une solitude, de ressentir une solitude comparée aux personnes plus robustes ou moins fragiles. Et de la même manière, la solitude initiale ressentie par la personne augmente de son côté le fait de devenir plus fragile avec le temps. Bon, la fragilité peut provoquer un sentiment de solitude, la solitude peut provoquer davantage de fragilité. Donc, il est important que les aidants soient conscients de ce lien pour mieux soutenir les personnes âgées et prévenir à la fois, autant que possible, la solitude et la fragilité. Souvent, comme c'est le cas pour notre Georges, c'est le diagnostic qui déclenche la tendance à s'isoler ainsi que le manque de motivation. En effet, après un diagnostic, la personne peut être dans le déni, ressentir de la colère, voire même de la honte, ou peut plonger dans un cercle vicieux de l'inactivité par dépression ou par peur du mouvement. Si en plus de tout cela, la communication est également perturbée au sein du couple aidant-aidé, l'isolement risque de s'accroître et l'autonomie de l'aidé peut donc en pâtir. Donc ça va être le moment de parler du changement des habitudes de vie, des difficultés pour changer de comportement. Changer ses habitudes représente un long processus en plusieurs étapes. Le premier message qu'on a envie de vous faire passer, c'est « Soyez patient » et gardez en tête que peut-être certains arguments de motivation ne seront pas entendus de la même manière à certaines étapes. On va illustrer avec notre Georges. Quand on a diagnostiqué la sclérose en plaques de Georges, il ne savait pas par où commencer. Il dit je ne pensais pas que l'activité physique c'était encore pour moi. Dany a mis le sujet sur la table, je ne voulais pas trop en parler, mais une fois de plus, elle a su être très patiente avec moi. Ici, nous allons expliquer par quelles étapes Georges ou une autre personne peut passer avant que la pratique sportive, la pratique
d'activité physique dans le quotidien devienne vraiment une habitude profondément enracinée. Avant de rentrer dans les différentes étapes les unes après les autres, comprenons les facteurs motivationnels et émotionnels qui sont nécessaires pour engager les dés. Je reprends le témoignage de Georges. Il y a des jours où je me sens découragée. Je me demande vraiment pourquoi continuer à me battre contre cette maladie. Mais ensuite, je pense à mes petits-enfants. Je veux pouvoir les voir grandir, leur raconter des histoires et partager des moments précieux avec eux. Ils sont ma motivation pour rester actif. C'est vraiment quelque chose qu'on observe très souvent dans le quotidien avec nos participants. Et Dany qui reprend: voir Georges lutter contre la maladie est difficile. Parfois, je me sens submergée par mes propres émotions et responsabilités. Mais quand je vois son sourire après une séance d'exercice, je sais pourquoi je fais tout ça. Son bien-être et notre temps ensemble me donnent la force de continuer. Donc ici, on va parler de compréhension de la motivation. Il est important de comprendre les différentes sources de motivation dans un premier temps, les différentes manières de motiver quelqu'un. Quand une personne va faire quelque chose par pur plaisir, quand ça va venir de lui, quand il fait quelque chose qu'il aime, par exemple de la peinture ou de l'activité physique ou autre, alors il va pouvoir être régulier dans cette activité parce que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Quand on agit parce qu'on y est obligé, soit par une figure d'autorité, parce que son médecin nous l'a dit, soit parce qu'on cherche une récompense ou pour éviter une punition, alors là, ça vient plutôt de l'extérieur. Et du coup, cette source de motivation n'est pas complètement non bénéfique, mais elle a ses limites. Donc on distingue la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur et la motivation extrinsèque de manière très schématique et synthétisée. Mais qu'est-ce que la théorie de l'autodétermination nous apprend? Finalement, elle nous apprend à aller un tout petit peu plus loin que ça. D'abord, elle nous démontre que la motivation intrinsèque, celle qui vient de soi, elle est plus efficace que la motivation qui va venir de l'extérieur. Cependant, il peut être indispensable de se tourner parfois vers des sources de motivation extrinsèques. Dans certains cas, quand la personne n'a pas, par exemple, d'attrait particulier pour l'activité physique, peut-être qu'on devra rentrer par un autre biais en utilisant d'autres sources de motivation, du coup extrinsèques, pour pouvoir amener un changement de comportement. En résumé, si la motivation vient de l'intérieur, l'engagement sera plus stable sur le long terme. Mais parfois, il peut être utile de faire appel à des sources externes de motivation, puisqu'il est souvent nécessaire d'accomplir des tâches qui ne sont pas motivantes en soi dans notre quotidien. Dans la théorie de l'autodétermination, les deux experts nous apprennent quelque chose d'important sur la motivation personnelle. C'est que les individus ont 3 besoins psychologiques fondamentaux qui doivent être satisfaits pour favoriser leur bien-être, leur croissance personnelle et donc peut-être leur volonté de changement. Ces 3 besoins psychologiques sont le besoin de se sentir compétent, le besoin d'autonomie et le besoin de lien social ou d'appartenance, qui va se caractériser par un enthousiasme de passer à l'action quand on se sent bien dans un groupe. Au travers de leurs recherches, ils ont mis en évidence l'importance du libre choix pour pouvoir assouvir ces 3 besoins. Donc, et si finalement la clé pour bouger, elle n'était pas quand la personne, on arrive à lui inculquer l'envie. Donc il s'agit principalement d'essayer de créer un environnement propice à la satisfaction de ces 3 besoins, compétences, autonomie et relations sociales. Par exemple, on va pouvoir argumenter avec la personne en lui disant que
en s'impliquant dans un processus de transformation avec plus d'activité physique dans le quotidien, elle va peut-être augmenter ses compétences dans certains actes de la vie quotidienne ou devenir plus autonome, ou ça va lui permettre de maintenir ou de créer de nouveaux liens sociaux. Par rapport aux autres théories sur la motivation, le grand apport de l'autodétermination par rapport à d'autres, qui opposait de manière assez simplificatrice motivation qui vient de l'intérieur et motivation qui vient de l'extérieur, c'est que cette fois-ci, on a un autre stade où l'individu il trouve un sens à son engagement qui vient de l'extérieur. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'accompagner à prendre des décisions, mais l'accompagner, pas faire à sa place, afin qu'il puisse être en accord avec lui-même et avoir du plaisir à ce changement-là. Prenons un exemple. Si par exemple on a des personnes qui travaillent en hôpital, il y a une part du travail qui peut être très difficile. Il faut peut-être être amené à faire des soins pour les malades, les soulever, les déplacer, faire face parfois à des comportements difficiles. Pour autant, c'est un travail qui a du sens et qui apporte de la satisfaction. Pas forcément toujours du plaisir, mais de la satisfaction. Parce qu'elle vient répondre à notre besoin d'altruisme, du sentiment d'être utile. Et ça procure du coup un sentiment de fierté du devoir accompli. Eh bien, si on rapporte ça pour l'activité physique, si par exemple on donne à Georges du sens, peut-être que ça vient de l'extérieur, peut-être que ça vient pas complètement de nous, mais si on lui dit peut-être que si tu continues à pratiquer de l'activité physique ou si tu t'y mets, tu vas pouvoir rejouer avec tes petits-enfants, ça va redonner du sens. Donc le plaisir, il ne va pas être immédiat, mais à partir du moment où il va y avoir du sens derrière, l'engagement va pouvoir arriver. Donc l'individu sera d'autant plus impliqué si cela vient de lui et si cette prise de conscience de cette recherche de sens vient de lui. Ça rejoint ce que je disais un petit peu plus en amont. En gros, on peut très bien commencer par entrer dans une activité pour une motivation extérieure à nous, jouer avec ses petits-enfants, remporter un tournoi, peu importe. Et finalement, ça peut être juste une entrée et on peut finir par y trouver du plaisir dans cette activité-là. Parlons maintenant communication. Qu'est-ce qu'une bonne communication? La communication est au cœur de toute relation humaine et ce schéma, du coup, nous apprend un petit peu comment elle fonctionne. En gros, on a un émetteur, celui qui va émettre le message. Donc, il a une intention, il veut faire passer un message à la personne qui va le réceptionner. Seulement, ce message, il peut être, on va dire, affecté par le bruit environnant, par peut-être les préjugés, les représentations de la personne qui va le recevoir, des incompréhensions éventuelles. Donc lui, le récepteur, au moment où il va recevoir le message, ça va être à travers le prisme de ses représentations à lui, par exemple sur l'activité physique. Si on dit à quelqu'un ce serait bien que tu te mettes à l'activité physique, mais que dans la tête de la personne, l'activité physique, c'est la compétition, le sport, en club, etc. Forcément, il va répondre à travers son prisme à lui. Donc, ça va être important, finalement, de venir lutter contre ces représentations, de venir mettre à plat et faire abstraction des préjugés. Ensuite, celui qui reçoit le message, lui, à nouveau, il va renvoyer un message de compréhension, d'incompréhension, par sa manière d'être et de s'exprimer, par les réactions qu'il suscite, il renvoie du coup un message à l'émetteur. La communication, elle est multidimensionnelle. On a naturellement une partie qui passe par le langage, mais aussi une très grande partie, je crois que c'est aux alentours de 93% des informations qui passent par le langage non verbal. C'est là qu'on voit que notre attitude, notre posture, nos gestes, le ton de notre voix,
de notre visage en dit long sur ce qu'on a envie de faire passer comme message. Donc chacun a sa responsabilité dans la communication. Pour l'émetteur, il s'agit d'essayer de faire comprendre le message en formulant bien son intention d'abord pour éviter les risques d'interprétation, en employant les mots les plus précis possibles et dénués de représentation, et d'être flexible en adaptant son message en fonction des réactions de celui qui reçoit le message. Pour celui qui reçoit le message, quant à lui, il a de la responsabilité aussi qui consiste à accuser réception du message, à l'accueillir sans ressenti, sans préjugés et envoyer un feedback régulier à l'émetteur pour savoir s'il a bien reçu le message, s'il a bien compris ou si ça nécessite reformulation. Les avantages de connaître ce schéma sur les dimensions de la communication, c'est de prendre conscience de l'importance à la fois de la clarté de son contenu, pour pouvoir établir un message clair, mais aussi valoriser l'importance de la façon dont on le transmet. Comment on peut adapter le volume de sa voix, comment est-ce que peut-être en fonction de certaines situations, on peut fermer les fenêtres ou se mettre un petit peu à part pour éviter les bruits parasites. Est-ce qu'on a bien fait attention, avant de délivrer le message, de vérifier la disponibilité d'écoute de son interlocuteur? Ça nous est tous arrivé de dire quelque chose à quelqu'un qui n'était pas prêt à le recevoir et de lui reprocher derrière « tu vois, tu m'écoutes pas quand je te parle ». Donc prenons ce temps de vérifier que les conditions sont là, notre posture est là, notre message est clair et proposons peut-être des silences pour permettre au récepteur de faire un feedback. C'est sûr que si on enchaîne et on débite tout notre argumentaire sans laisser d'espace au récepteur, il ne pourra pas nous faire le feedback de s'il comprend pas, s'il a besoin de reformulation. Alors comment communiquer? On peut utiliser différents canaux. La communication, elle peut être verbale, non verbale, à travers les expressions faciales, les gestes, les postures. Elle peut être écrite, elle peut être visuelle ou elle peut être auditive. Il semblerait qu'on ait tous un canal préféré, mais néanmoins, si on a tenté avec un canal, on a tout à gagner à en tester un autre. En effet, pour comprendre un message, certaines personnes préfèrent des images, des illustrations, d'autres vont préférer qu'on leur écrive quelque chose. Cette théorie est un peu remise en cause, comme quoi on a un canal de référence préféré. Mais voilà, on n'a rien à perdre à tester d'entrer par un autre biais pour faire passer un message. Donc, comment on pourrait faciliter, comment on pourrait avoir un comportement facilitateur, comment on pourrait mieux transmettre un message et dynamiser l'acte de communication? Et parmi ces conseils-là, on peut citer l'écoute active, le questionnement et la reformulation. Alors l'écoute active, qu'est-ce que c'est? Comme on dit souvent, le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup n'écoutent pas. On est dans un échange, mais au final, on est juste dans les starting blocks pour répondre quelque chose, pour placer son idée dans la discussion et non pas vraiment pour comprendre ce que la personne est en train de nous délivrer comme message. Or, le principe même de la communication repose essentiellement sur la compréhension du message de la personne en face. Donc, il est nécessaire vraiment de l'écouter, mais de l'écouter activement. Qu'est-ce que ça veut dire écouter activement? Ça veut dire accorder vraiment un temps d'écoute qualitatif par rapport à son vis-à-vis, en observant un silence positif, en tâchant de se concentrer uniquement sur ses paroles, tout en lui montrant par notre attitude qu'on lui porte de l'intérêt. Par exemple, en acquiesçant avec le visage ou en faisant des « oui, tout à fait, je vois », pour nous rendre vraiment actifs et nous connecter à l'autre. Voici quelques règles d'or de l'écoute active. Donc laisser parler sans interrompre, garder son attention sur l'autre sans émettre de jugement, en essayant de comprendre le point de vue de l'autre
en accueillant ses émotions, les siennes propres. Être patient, ne pas faire celui qui sait tout en rebondissant sur tout ce que la personne dit. Éventuellement questionner et reformuler pour, encore une fois, comprendre mieux le message à passer, que la personne veut faire passer. Le questionnement, c'est une méthode un petit peu d'investigation. Donc là, en fait, par le questionnement, on va pouvoir aller chercher de l'information, de nouvelles informations qu'on n'aurait pas compris ou qu'on n'aurait pas reçues dans la discussion, peut-être approfondir un point de vue ou peut-être réorienter une conversation. La reformulation, quant à elle, comme son nom l'indique, c'est un procédé qui consiste à reformuler. Et parfois, juste en demandant reformulation, la personne va employer d'autres mots ou elle va repréciser son propos et ça va permettre une meilleure compréhension du message. Donc là, il suffit par exemple de reprendre ces mots. La personne vous dit « Oh, je suis incompris, personne ne comprend que je ne peux pas en fait faire de l'activité physique, c'est pas pour moi. » Et juste en reprenant incompris, tu te sens incompris, eh bien elle va peut-être développer et aller plus loin dans ce ressenti-là. On peut aussi reprendre ces termes. Tu veux dire que si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu as l'impression que tout le monde pense que ça devrait être facile de te mettre à l'activité physique. On peut reprendre en fait finalement ces mots et finalement en l'entendant d'une autre personne, il va réaliser si oui, c'était ce que je voulais dire ou non, 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 c'était pas ce que je voulais dire, je réajuste. Voilà des exemples de reformulation et de comment les mettre à profit pour éclaircir un message. Le schéma suivant présente la communication non violente que je vais tâcher d'évoquer dans les grandes lignes. On voit ici donc deux personnes avec 4 étapes. L'étape de l'observation, pour chacune va être différente. L'étape sentiment, émotion, besoin et demande. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode de la communication non violente ? En fait, c'est une méthode qui nous permet de se connecter, qu'on soit celui qui donne le message ou celui qui le délivre. À partir du moment où on est dans une relation à deux, à plusieurs, on peut être amené du coup à d'abord se connecter à nous-mêmes avec ce qu'on ressent, puis identifier les besoins, ensuite les partager et essayer de formuler une demande pour s'engager dans une action concrète. Donc la première étape en fait dans tout échange, c'est de décrire une situation de la façon la plus neutre possible, sans jugement. Ensuite, on va essayer d'exprimer les sentiments et les attitudes qui sont suscités dans la situation décrite. Donc pour ces 2 premières étapes, ça pourrait donner voilà, moi quand j'entends ça, je culpabilise de ne pas mettre à l'activité physique. Qu'est-ce que ça… Ça, c'est une observation. Donc l'observation, elle doit s'en tenir aux faits et être le plus neutre possible. Première étape. Deuxième étape, ce fait, qu'est-ce qui peut engendrer comme sentiment, comme émotion ? Je me sens triste et incompris peut-être. Et du coup, à partir de ce sentiment, de cette émotion, de cette sensation physique peut-être, on va pouvoir dégager un besoin. Mais en fait, ce que j'aspire, c'est que j'aspire à être compris, j'aspire à être écouté, peu importe. En gros, voilà, du sentiment, on va dégager un besoin et à partir de ce besoin, on va être en mesure de dégager une demande. Cette demande, elle doit être faite en respectant différents critères. La demande, elle doit être réalisable, elle doit être concrète, elle doit être précise. Et si c'est possible, que l'action soit faisable dans l'instant présent. Donc le fait que la demande soit accompagnée d'une formulation des besoins, du coup, ça la rend négociable. Bien souvent, il peut y avoir incompréhension, voire conflit, parce que le message il est mal exprimé. Il est plein de reproches, plein de critiques. Du coup, il est forcément mal reçu par le récepteur. Parce que lui-même, il va l'entendre comme une critique et un jugement. Et derrière, en fait, la pression, la tension va monter. On va prendre
différents exemples pour illustrer tout ça. Par exemple, on pourrait avoir une personne qui dit de manière spontanée à son interlocuteur, à son aidé, ça fait plusieurs jours que tu ne fais pas d'exercice physique, franchement, ça ne sert à rien que je me décarcasse pour toi. Et ce que nous propose la théorie de la communication non violente, c'est une approche du coup où on va observer de manière neutre la personne en face, son attitude. Effectivement, elle n'a pas fait d'exercice ces derniers jours. On part de là. J'ai remarqué que tu n'as pas fait d'exercice ces derniers jours. Est-ce que ce qu'on a vu ensemble commence à te lasser ou souhaites-tu parler peut-être d'autres raisons de découragement? On devrait pouvoir trouver des solutions ensemble, ça te va? Donc voilà, là on a donc rebondi sur des faits, sans jugement et proposé quelque chose qui puisse répondre à un besoin. Autre exemple, tu n'y arriveras jamais à te relever du sol en faisant comme ça. J'arrête pas de le dire, mais tu m'écoutes pas, t'en fais qu'à ta tête. Voilà, plutôt que de reprocher à son aidé de toujours essayer de se relever du sol de la même manière, de cette façon-là, on pourrait proposer « Écoute, quand je te vois faire comme ça, je ne suis pas certain que tu vas y arriver. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on regarde ensemble des vidéos de la formation de comment se relever ou d'autres supports pour qu'on voit un peu comment ça fonctionne et qu'on essaie de trouver, d'imaginer une autre façon de relever du sol pour toi qui soit plus optimale, sans que tu te blesses. » Encore un exemple qu'on peut trouver dans le quotidien, de personnes qui vont manipuler leurs propres sentiments et qui vont un petit peu s'en servir pour manipuler les sentiments des autres. Et c'est très subtil, on peut parfois ne pas s'en rendre compte. Par exemple, quand on dit à une personne « Je suis vraiment très contente quand tu fais tes exercices à la maison pour être actif et qu'après quand tu vas te doucher, tu ranges la salle de bain après ton passage. » Mais en fait, ça peut être sous-entendu. Par contre, le jour où tu ne le fais pas, ça ne passera pas. Et à la place de ça, on pourrait proposer « Je suis reconnaissante que tu aies pris le temps de faire tes exercices et d'avoir ensuite pris le soin de ranger dans la douche parce que ça me soulage, je suis heureuse de l'aide que tu m'apportes et qu'on puisse répartir les tâches au quotidien. » Donc si je résume, avant toute chose, il est nécessaire de mettre de côté son jugement, ses préjugés, ses a priori, ses représentations, ses attentes qu'on projetterait sur l'autre. Reprenons notre exemple de Georges et Dany. Georges se sent frustré certains jours, il a besoin que Dany l'écoute. Mais grâce à la formation sur la communication non violente et des conseils qu'elle a pu recevoir, par ailleurs, elle a appris à s'écouter, à l'écouter aussi, sans interruption, et ça fait une énorme différence. Et Dany dit « J'ai appris à pratiquer l'écoute active. Quand Georges exprime ses sentiments, je m'assure de reformuler ce qu'il dit pour montrer que je comprends. Cela a renforcé notre relation et facilité la gestion de la maladie au quotidien. » Alors, quelles sont les autres astuces qu'on pourrait mettre en pratique pour une communication efficace et pour rendre les interactions plus positives et constructives? Voici quelques conseils dans certaines situations. Par exemple, si une personne elle montre de la réticence pour des activités physiques, on pourrait détourner la pratique sous forme de jeu. Présenter les exercices de manière plus ludique pour les rendre plus attrayants. Utiliser des activités amusantes comme un travail en miroir ou des jeux de reproduction. Peut-être que des fois, il s'agit juste de changer. Peut-être qu'on va utiliser des balles ou un autre type de matériel. Peut-être qu'on va le challenger avec un défi. Ça, c'est le premier point. Rendre les choses plus ludiques. Deuxième point, échanger et comprendre les réticences. Prendre le temps de discuter avec l'interlocuteur, de comprendre ses peurs, son manque de motivation, son découragement, l'amener à exprimer ses émotions, ses préoccupations, essayer de comprendre qu'est-ce qui se cache en fait derrière l'apparence
découragement, qu'est-ce que ça va dire sur la personne, et peut-être le rassurer. Par exemple, quand Georges exprime sa peur de tomber en faisant un exercice debout, Dany pourrait lui dire « Je suis là pour assurer ta sécurité » et mettre une petite touche d'humour, pourquoi pas. En plus, tous les deux, on doit avoir de bons restes de nos soirées de rock acrobatique, ça nous connaît les figures. Voilà, donc comprendre les réticences et pourquoi pas amener une petite touche d'humour. Troisième point, ne jamais forcer et proposer des alternatives. On respecte son libre arbitre, sa volonté d'autodétermination, d'autonomie, donc on ne va jamais à l'encontre de sa volonté ou de sa non-volonté. Par contre, on peut offrir des alternatives, des options différentes ou simplifiées. Par exemple, on pourrait imaginer « Oh ben écoute, je vais faire l'activité aujourd'hui sans toi, mais tu peux observer et à tout moment, quand tu te sens prêt, si tu as envie, tu peux nous rejoindre. » Ensuite, l'encouragement, le fait de rassurer, le fait de toujours y aller progressivement. Introduire des exercices de façon progressive en augmentant doucement la difficulté, permettre un environnement sécurisé pour rassurer le bénéficiaire, votre conjoint, peu importe, en utilisant des aides techniques et en montrant et en démontrant la faisabilité des exercices. Voilà, ça va être très important d'encourager et de rassurer. Enfin, on peut utiliser l'effet de groupe ou le soutien social. On l'avait vu dans les besoins, le besoin d'appartenance et de support social. Donc, on peut exploiter la dynamique de groupe, que ce soit dans un groupe de cours collectif, dans une structure, ou que ce soit à la maison, avec des voisins ou les petits-enfants. On peut demander aux proches, aux personnes présentes, on peut s'appuyer sur eux en fait pour venir encourager la personne qui émettrait des réticences pour s'engager dans l'activité physique aujourd'hui. Donc on peut imaginer organiser des exercices en binôme avec le voisin par exemple, lui demander, l'inviter à venir encourager notre Georges certains jours où c'est un peu moins motivant pour lui. Et le tout en ayant toujours en tête que le plaisir est la motivation principale. Comment est-ce qu'on fait dans le quotidien concrètement pour mettre en avant ce plaisir comme source de motivation? Alors certaines études identifient des critères, ce qu'on appelle gamification, donc pour rendre ludique et qui peuvent être utilisés pour maximiser le plaisir et donc l'engagement de l'aider lorsqu'il réalise une activité. Alors la première chose, c'est le fait de proposer à la personne de devenir elle-même ambassadeur, de lui dire « tu peux inspirer les autres aider en rentrant dans une activité physique ». Concrètement, on leur rend possible le fait d'avoir une activité qui est gratifiante. Par exemple, on peut expliquer que les exercices aident non seulement leur propre santé, mais que ça peut inspirer d'autres aidés, d'autres personnes fragiles, d'autres personnes âgées. De cette manière-là, on peut dire par exemple « Georges, en faisant ces exercices, tu deviens un modèle pour d'autres personnes de ton âge qui pensent certainement que c'est impossible de rester actif. » Cette approche-là va être très intéressante car ça va être très valorisant. Et on va pouvoir peut-être lui dire « Tiens, depuis que tu fais des exercices et qu'on te filme et qu'on les envoie à notre voisin ou à un autre voisin, depuis il les regarde et maintenant il s'y est mis, il nous a envoyé une vidéo, il est en train d'essayer lui-même. » Feedback positif sur son action. Donc première chose, pour rendre plus ludique, plus accessible, pour donner plus envie, inspirer les autres en devenant ambassadeur. Deuxième chose, célébrer toutes les victoires. Et chaque victoire, chaque petit pas compte. Donc il va s'agir d'établir des objectifs clairs avec des étapes progressives et de venir célébrer chaque victoire. Même si c'est juste 5 minutes d'exercice, si c'est la première fois qu'il l'a fait, on célèbre et on continue à progresser ensemble. Troisième aspect, encourager la créativité. De la même manière qu'on l'a vu pour l'autodétermination, si on donne aussi la possibilité à la personne accompagnée de personnaliser les exercices, de proposer des variantes peut-être,
ça va lui donner de la motivation et de l'envie à s'impliquer dans l'activité. Donc ça peut être par exemple, Georges, aujourd'hui, tu peux choisir entre 2 activités, ou bien si tu as une nouvelle envie d'activité ou d'exercice, je suis tout oui. Donc 3e point, encourager la créativité, l'implication personnelle, l'envie propre des personnes, leur imagination. 4e point, s'approprier soi-même sa progression. Donc là, on peut inviter Georges à peut-être noter les progrès qu'il fait dans un carnet pour en prendre conscience, faire un petit rapport journalier de ses efforts, de ses réussites, pour avoir aussi quelque chose qui vienne marquer la trace de ça. Et pouvoir s'y reporter aussi dans les moments où ça va un petit peu moins bien. Le fait, par exemple, de stagner à un certain moment dans la progression, le fait de voir d'où on part et de pouvoir lire concrètement « Ah oui, bon, peut-être que là je stagne, mais c'est vrai que j'ai fait quand même un sacré bout de chemin pour arriver jusque-là. Donc là, je vais retrouver de la motivation. » 4e point, donc s'approprier sa progression. 5e point, faire appel à des amis. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, utiliser le soutien social de la famille, des voisins, des amis. Ne pas hésiter à varier en fait ces supports sociaux. Voilà, la variété va permettre un meilleur engagement, ou d'aller chercher les personnes avec lesquelles notre Georges, par exemple, se connecte le mieux. Et 6e point, mettre en place des défis spéciaux. Ça peut être très intéressant quand il y a un découragement qui s'installe. Par exemple, de donner un défi spécial qui va être disponible que maintenant pour stimuler l'enthousiasme. Par exemple, Georges, chaque lundi, on va faire un exercice spécial qui va être le défi de la semaine. Ça peut être motivant pour certaines personnes. 7e, et un peu dans le même ordre d'idées, susciter la curiosité. Par exemple, ça va être d'intégrer des éléments de surprise, des nouvelles activités. Aujourd'hui, c'est pas le défi flash tout à l'heure, c'est de dire aujourd'hui, on va proposer une nouvelle activité qu'on n'a jamais fait avant. Est-ce que tu es curieux de savoir ce que c'est? Enfin, 8e aspect à avoir en tête, c'est que rien n'est jamais acquis. En application, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'on peut sensibiliser à l'importance de ne pas perdre les progrès réalisés. Par exemple, si notre Georges, certains jours, il est moins motivé pour progresser, on peut l'encourager par contre à assurer la continuité, à ne pas perdre en fait ce qu'il a déjà gagné jusqu'à présent, même s'il n'arrive plus à progresser. Donc, Dani pourrait lui dire par exemple tiens, si on reprenait le test de levée de chaise comme ça, c'est quelque chose que tu maîtrises bien, mais ça permet de maintenir tes acquis. Et si ça se trouve, tu arrives à passer l'un ou l'autre levée de chaise de plus en 1 minute. En comprenant et en utilisant toutes ces sources de motivation, alors on peut créer des expériences plus positives et plus enrichissantes avec les personnes que nous avons envie d'accompagner. Donc il est important pour notre Dani et pour toutes les personnes aidantes d'avoir une méthode de communication flexible pour aider Georges à changer ses comportements. Donc plutôt que de donner des conseils génériques, d'ailleurs ce type de conseil, ça peut, comment dire, ça peut accentuer sur le fait que je suis l'aidant et tu es l'aidé et je te donne des conseils un peu tout faits. Et ça vient appuyer le fait qu'on est dans une relation plus du coup verticale. Alors que ce qu'on veut, c'est de trouver quelque chose qui est de l'ordre de l'accompagnement, où on est à côté et où on vient accompagner la personne à devenir actrice de son propre cheminement. Donc on peut pour ça engager une conversation ciblée qui va se concentrer sur les raisons personnelles de la personne pour changer, explorer peut-être les hésitations, les doutes, les freins pour essayer de les lever et utiliser la fixation d'objectifs, même de petits objectifs progressifs pour encourager un changement qui soit et qui devienne intentionnel. L'objectif est vraiment de faire équipe avec la personne et de collaborer avec elle pour la motiver à changer. Et pour ça, on peut suivre donc différentes approches, dans différentes étapes. Respecter sa liberté en tant que personne pour qu'elle puisse choisir par elle-même. Montrer de l'empathie, on en a parlé,
par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. Discuter peut-être de ses représentations de l'activité physique ou du sujet évoqué pour résoudre et lever les freins. Toujours dans tous les cas, éviter de rentrer dans un conflit. Peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait appuyer sur pause ou proposer à un autre interlocuteur de prendre le relais. Peut-être traiter chaque point de résistance en se concentrant sur les aspects positifs du changement plutôt que sur les raisons de ne pas changer. Avec par exemple de la visualisation positive. Imagine Georges, si tu reprends un petit peu de cardio ou quoi, peut-être que tu pourrais retourner jouer avec les petits-enfants, des choses comme ça. Et enfin, encourager la confiance en soi et le sentiment d'autosatisfaction. Donc, toutes ces approches vont permettre, Georges et toutes les personnes accompagnées, d'être guidées vers le changement de manière vraiment constructive, mais aussi et surtout respectueuse. Maintenant, comment on passe à l'action concrètement? Reprenons notre couple préféré, Georges et Dany. Au bout d'un moment, Georges est devenu sédentaire. Il n'a plus eu envie de s'investir et la communication, elle a été rompue. Donc, ils ont perdu les moments agréables, malheureusement, qu'ils avaient auparavant. Mais ils ont décidé de reprendre les choses en main. Georges dit « Chaque matin, je fais des exercices pour maintenir ma forme musculaire. C'est difficile, mais je sais que chaque effort compte. » Et Dany, comment elle a fait? Pour ça, elle a créé un planning hebdomadaire pour intégrer les activités physiques et des moments de détente. Ça, c'était notre problématique de base et la finalité. Maintenant, on va voir finalement les différentes étapes pour arriver à ce changement. N'oublions pas que c'est un changement qui représente un long processus et pour lequel il va falloir être patiente. La première étape, c'est ce qu'on appelle la pré-contemplation ou l'inaction. En résumé, dans cette étape-là, la personne, elle ne change pas vraiment au changement. Elle n'est pas encore sensibilisée d'ailleurs. Elle ne comprend pas très bien pourquoi elle devrait changer et le changement lui paraît quasiment impossible ou très difficile. Donc en fait, ces petites habitudes actuelles lui vont très bien, lui semblent même avantageuses. À ce stade, ça ne sert à rien de venir directement déjà avec un plan d'action complet puisque vous comprenez bien qu'il ne va pas être en mesure de l'accueillir et de l'accepter, de l'entendre. C'est à cette étape-là justement qu'on va pouvoir par contre explorer les représentations de l'activité physique, peut-être lui faire prendre conscience, mais tu es déjà actif en fait, tu fais un petit peu de jardin, tu fais ça, etc. Peut-être discuter des avantages et des inconvénients aussi d'un changement de comportement. Renforcer les avantages directs et indirects, les répercussions sur lui-même, les bénéfices pour lui-même, les répercussions sur son entourage. Et à cette étape, l'information peut aider à sensibiliser vraiment davantage et que peut-être ça commence à germer dans la tête de la personne d'imaginer que le changement pourrait être réalisable. Dans les étapes d'après, la personne, dans cette étape-là de pré-contemplation, par exemple, dans le cas de Dany et Georges, si on illustre, Dany pourrait dire « Georges, tu te souviens comme tu aimais le sourire des visages de tes petits-enfants quand tu les emmenais en promenade? Imagine s'ils te demandent à nouveau d'aller faire des balades. Ton bien-être influence tellement de monde autour de toi. » Et du côté de Georges, c'est frustrant pour lui de penser aux limites, à la fatigue, mais il va commencer à supposer que peut-être se sentir autonome pourrait lui faire du bien. Et là, on rassure, tu sais, même quelques minutes d'exercice par jour, ça peut avoir un impact sur ton humeur, ton sommeil, etc. Et peut-être que progressivement, du coup, on va glisser dans l'étape qu'on appelle de contemplation, où là, la personne, elle devient OK, d'accord, pour discuter des avantages d'une activité physique vraiment régulière. Donc là, on va pouvoir y aller plus loin dans l'énumération de tous les bénéfices, vraiment de manière un peu plus concrète. On pourra aussi animer une discussion sur les pensées négatives courantes qui entravent l'implication dans l'activité physique et peut-être demander pour chaque phrase négative, chaque frein, d'essayer de trouver une formulation positive, peut-être d'impliquer aussi l'entourage
pour aussi casser la relation qui serait uniquement bilatérale entre l'aidant et l'aidé. Ça peut être l'entourage qui vient proposer ou avoir une discussion de groupe en fait sur les bienfaits de l'activité physique, pourquoi pas avec des témoignages de d'autres personnes. Et là peut-être qu'on pourra imaginer, discuter de quand, où, pourquoi, avec qui on pourrait peut-être envisager certaines de ces activités. Ensuite, on vient l'étape de la préparation. Donc là, elle a commencé à l'imaginer. Maintenant, elle a besoin d'envisager positivement cette démarche sans craindre l'échec, qui est un processus normal en fait dans le processus de changement. On peut avoir cette crainte-là. Donc l'aide apportée à cette étape de préparation, ça va être de continuer à fournir des informations, de peut-être montrer concrètement des exercices qui sont accessibles. Et de commencer à fixer des petits objectifs qui sont appropriés pour la personne. Pourquoi pas établir aussi une liste de récompenses pour la réalisation des premiers petits objectifs personnels. Et on va pouvoir également utiliser la méthode IDEA, donc qui va permettre d'identifier et de surmonter les obstacles qui restent encore à surmonter pour s'engager dans l'activité physique dans ce cas précis. I comme identifier, pour identifier le problème. Par exemple, le problème de Georges, c'est qu'il se sent épuisé avant même de commencer l'activité physique. D comme décrire des solutions. Peut-être qu'on peut commencer avec des exercices très légers, même si c'est que 5 minutes par jour. E comme évaluer les solutions. Cela pourrait être moins intimidant et plus faisable si on faisait comme ceci. Et enfin, agir. On peut essayer de commencer cette semaine et on verra juste comment tu te sens. Donc ensuite, on va pouvoir glisser dans le passage à l'action. Dans la phase d'avant, peut-être que la personne elle a pu intégrer juste quelques petits exercices tranquillement, mais elle craint, comme je disais, peut-être de l'échec, etc. Elle a encore des freins. Et le passage à l'action, quant à lui, la personne elle va adopter des comportements et des attitudes pour organiser sa vie et son environnement de manière à faciliter ses propres changements. Donc c'est une étape qui va nécessiter beaucoup de temps et d'énergie. La personne elle va inclure l'activité physique dans son quotidien progressivement, mais pas forcément toujours de façon stable. Par exemple, elle arrive vers des exercices, mais pas autant que ce qu'elle avait prévu. Donc quelle approche en tant qu'accompagnant à ce moment-là? Eh bien, on peut inviter la personne à prendre de son expérience pour s'ajuster. Par exemple, si elle a fait des exercices, elle a été fatiguée, elle a fait 2 jours de suite, comment est-ce qu'on s'ajuste pour maintenir la motivation, pour pas que ce soit décourageant parce qu'ils induisent une trop grande fatigue derrière. On peut l'accompagner à élaborer des petites stratégies pour ajuster ses priorités, son objectif. Peut-être par exemple lui dire de réserver certains types d'activités et d'exercices quand tu es dans de meilleures conditions, peut-être gérer le stress, peut-être se réserver du temps bloqué dans le calendrier, peut-être attendre d'être bien reposé pour amener la deuxième séance. Voilà, plein de petites choses comme ça. On peut aussi discuter des activités alternatives qui pourraient aider à prévenir l'ennui au cas où il s'installe. Et on peut continuer à impliquer les autres, l'entourage, comment est-ce qu'ils peuvent favoriser ou au contraire saboter les efforts. On peut un petit peu explorer ce qui se passe au niveau de l'environnement proche de la personne qu'on accompagne. Et enfin, on peut utiliser l'écoute active qu'on a vu juste avant, un peu comme dans toutes les étapes d'ailleurs, et aussi les conseils de gamification, là, les 8 points qu'on a évoqués juste avant sur la façon de rendre les choses plus ludiques et attractives. Enfin, la dernière étape, ça va être d'entretenir, de maintenir et de consolider ces nouvelles habitudes pour faire de l'activité physique vraiment une habitude. Donc on continue à utiliser les critères pour rendre les choses plus attrayantes, on continue à discuter des alternatives pour éviter l'ennui. À ce stade-là, on prend le temps de continuer à identifier les obstacles potentiels et les moyens de les surmonter. Ça va être surtout le moment
d'éviter l'ennui, de continuer à challenger, à proposer des petits défis. Peut-être, ça va être aussi le moment où on peut discuter des opportunités locales. Ben là, tu sais, il y a un groupe près de chez nous, ils font des cours collectifs. Est-ce que ça te dirait, à ce stade, la personne, elle pourrait peut-être envisager d'intégrer un cours collectif, alors qu'avant, elle n'aurait pas forcément été prête pour le faire. Encore une fois, ça dépend des situations et des personnes. À l'étape du maintien, la personne, elle a réussi à maintenir le changement pendant au moins 6 mois. Donc la rechute à une étape antérieure devient beaucoup moins probable et d'une durée moins longue si ça arrive. Parce que bien sûr, on a ces étapes, mais on peut parfois faire des bonds en arrière, faire des bonds en avant qui font partie de la vie. À ce stade-là, pour illustrer un petit peu avec Dany et Georges, Dany pourrait lui dire « Georges, si tu te lasses de faire les mêmes exercices chaque semaine, on pourrait essayer différentes approches. Par exemple, qu'est-ce que tu dirais de faire du yoga sur chaise certains jours, tel jour, et ensuite d'aller se promener dans le parc d'autres jours. Voilà, commencer à inclure une autre routine. On peut aussi imaginer Dany dire pour ne pas te sentir trop fatigué, on peut essayer d'intégrer des petites séances dans la journée. Par exemple, au lieu de faire une grande séance d'1 heure, ça peut être 5 minutes de lever de chaise avant chaque repas, ça peut être des petits étirements au réveil parce que le matin, tu te sens un peu plus, comment dire, avec plus de lourdeur dans le corps. Donc peut-être c'est le moment où on peut venir proposer un petit déverrouillage articulaire. Voilà, ça peut être juste des choses comme ça pour donner du sens, rythmer et continuer à impliquer la personne dans ce changement-là. Donc pour résumer, voilà, le changement est un processus long et lent qui peut être semé d'embûches. Mais voilà, il s'agit d'être patient et de continuer à semer des petites fixations d'objectifs à chaque stade. Parce qu'elle va permettre en fait de maintenir le niveau de motivation et d'encourager le changement de comportement, toujours encore de manière intentionnelle. Donc la fixation d'objectifs est très importante pour le changement de comportement. Mais pourquoi c'est important? Parce que ça va vraiment engager la personne dans un processus intentionnel vers le changement. Par exemple, dans le cas de Dany et Georges, on pourrait imaginer que Dany propose à Georges au moment où il est un petit peu encore dans le doute, quel type d'activité penses-tu pouvoir faire 15 minutes par jour ou 15 minutes par semaine? Pourquoi pas, je ne sais pas, pour commencer. Voilà, on l'implique dans le choix des objectifs et la façon d'y parvenir. Et là, on peut encore utiliser le formulaire de résolution de problèmes qu'on a vu avant, l'identification du problème, l'élaboration d'une stratégie et le passage à l'action pour reconnaître, identifier et dépasser chacune des barrières. En résumé, fixer les objectifs à chaque étape aide à encourager et maintenir l'engagement dans des activités bénéfiques. Concernant notre Georges, ça lui a permis de voir des progrès tangibles et de rester motivé tout en adaptant les activités à ses besoins et ses capacités. Donc, avec Dany, ils ont fixé des objectifs réalistes pour lui. Au début, c'était juste de marcher 10 minutes par jour et c'est OK. Ça peut sembler peu, mais Georges dit « pour moi, en fait, c'est déjà un grand pas ». Et donc, comme on le disait avant, ça va être important, comme chaque petit pas, de le célébrer ensemble. Parce que d'ailleurs, il n'y a pas de petits pas, chaque pas compte. On va aborder maintenant la notion de cues. Alors, c'est un mot en anglais, mais c'est pour dire indication. Ça signifie indication. Et ce sont particulièrement des indications qui guident et motivent les personnes vers des comportements positifs. Alors, on peut les utiliser de différentes manières en fonction en fait du stade
où en est la personne dans son chemin vers le changement. Par exemple, dans l'étape de pré-contemplation, quand Georges n'imaginait pas encore que c'était possible pour lui d'intégrer de l'activité physique, à ce moment-là, les indications, ça va être de discuter autour des effets du comportement sédentaire, donc toutes les problématiques qui peuvent arriver, et les avantages de l'activité physique pour inciter à réfléchir et à agir. Par exemple, Dany pourrait lui dire, en commençant à bouger même un tout petit peu plus, même si c'est difficile au début, tu pourrais retrouver un peu plus la liberté que tu avais avant. Et là, on peut aller donner de l'information sur les bénéfices de l'activité et les méfaits de la sédentarité. Au niveau du stade de la contemplation, quand la personne, ça commence un petit peu à germer l'idée dans sa tête de peut-être se mettre à l'activité physique, c'est le moment où on pourrait lister des activités quotidiennes et discuter des soutiens sociaux pour encourager à commencer une activité physique. Par exemple, on pourrait amener Dany à faire une liste des activités qu'il aime, même s'il ne s'en sent pas capable, on trouvera peut-être dans un second temps des moyens de les adapter, mais au moins partir de ce qu'il aime. Et ensuite, peut-être les intégrer progressivement en les adaptant avec, pourquoi pas, d'autres personnes, inclure d'autres personnes. Donc là, par exemple, Dany pourrait dire, nous pourrons discuter peut-être avec ta fille, peut-être que les activités en extérieur pourraient se faire avec ta fille, elle pourrait t'accompagner à une promenade, et ensuite peut-être que la séance de yoga, d'étirement, on pourrait la proposer à notre voisin. Au stade de la préparation, par contre, ici, on peut commencer à avoir ce type d'indication, donc discuter des pensées négatives et proposer une alternative positive pour surmonter chaque obstacle psychologique. Par exemple, Dany, je sais que parfois, Dany pourrait dire à Georges, Georges, je sais que parfois tu te dis que l'exercice est trop difficile ou inutile, ben, parlons de ces pensées et voyons vraiment comment elles te freinent. On pourrait aussi proposer de trouver une pensée positive pour remplacer chaque pensée négative. Et ça peut être comme des leitmotifs que la personne elle va se répéter d'ailleurs et qui vont entretenir aussi la motivation. Je suis capable, je peux le faire. On peut même imaginer que la personne elle l'écrive quelque part, elle l'affiche même quelque part, comme ça elle passe devant, elle peut se le répéter mentalement, visuellement. Et ça peut être que intéressant d'avoir ces affirmations positives qu'on peut utiliser pour le processus de changement. Au moment de l'action, ça va être donc de proposer des activités alternatives. Donc là, Dany, elle peut se faire accompagner pour trouver d'autres idées à travers un coach. Comment est-ce que je peux faire pour varier mes stimulations? Comment est-ce qu'on peut ensemble trouver des stratégies pour inclure des activités physiques dans le quotidien? Voilà, avec tous les éléments qu'on a déjà donnés avant, les réveils matinaux à thématique, les alarmes, les affiches, etc. En conclusion, comme vous l'aurez compris, le processus du changement est un processus long pour lequel il va falloir s'armer de patience et il faut avoir en tête plusieurs aspects. D'abord, les facteurs émotionnels qui sont les facteurs de motivation qui peuvent être internes ou externes. On a vu l'importance que dans la prise de décision, dans l'engagement, les choses puissent venir de l'intérieur, enfin, directement de la personne elle-même, qu'elle puisse se sentir libre de ses actions, de ses choix. On a parlé du besoin de prendre ses décisions, du besoin de compétences et du besoin de relations sociales qu'il faut avoir en tête du coup pour pouvoir… c'est des bons leviers en fait pour la motivation. Tout le long du processus, on peut utiliser et on vous invite à utiliser les différents outils évoqués, que ce soit au niveau de la communication, l'écoute active, la communication non violente pour se connecter à l'autre. Et là, je rappelle qu'il est important de faire preuve d'empathie, à la fois pour l'autre et à la fois d'auto-empathie.
Donc il est nécessaire à la fois d'apprendre, de continuer toujours et encore à apprendre l'autre, mais également soi-même pour pouvoir déterminer ses envies, ses propres besoins et pouvoir formuler des demandes et des propositions adéquates. Ça peut être intéressant d'avoir en tête les différents facteurs de motivation qui existent. Je le rappelle, être ambassadeur, célébrer chaque petit pas et de vous reporter à ce module-là quand il y a des baisses de motivation. Avoir en tête que ce qui est toujours au centre, c'est la notion de plaisir et de faire sens. Si le plaisir il n'est pas interne, mais qu'on fait sens avec un objectif externe comme de jouer avec ses petits-enfants, on a repris souvent cet exemple dans ce module-là, eh bien la personne pourra s'ancrer dans un changement pérenne. Ensuite, on a fini par le fait d'adapter son discours au fil des étapes, respecter là où il en est, là où elle en est, être patient, et penser à tous les critères qui peuvent rendre plus ludique, qui peuvent permettre plus de plaisir. C'est un travail d'équipe qui en vaut la peine car tout le monde a à y gagner. Chacun individuellement, l'aider parce qu'il va pouvoir être autonome le mieux possible, va pouvoir peut-être rejouer avec ses enfants, il va pouvoir inspirer d'autres personnes, il va pouvoir redonner du sens à son activité physique. Il va pouvoir se voir progresser, augmenter son estime de soi-même. La personne aidante, elle-même, ça va être gratifiant pour elle. Elle va pouvoir aussi avoir du relais pour le quotidien. Et le couple aidant-aidé, la relation de ce binôme-là va aussi s'en trouver améliorée, avec une meilleure communication, avec des moments partagés ensemble qui vont être différents. Donc, quelle que soit l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on espère que ces outils vous aideront pour repousser ou apprivoiser les difficultés liées à l'âge et à la maladie ou la fragilité. Et n'oubliez pas que l'activité physique donne des années à la vie et aussi et surtout de la vie aux années, comme on aime à le dire chez Ciel Bleu. Eh bien, bon cheminement à vous!